Bonjour tout le monde. À chaque fois que je commence une vidéo sur YouTube, je me rends compte qu'en fait les youtubeurs à l'époque, ils avaient des vraies intros, des intros identifiables, parfois avec des petites musiques et tout. Moi j'ai pas ça. Comme vous l'aurez remarqué, une nouvelle vidéo dans un cadre un petit peu particulier, un peu différent d'habitude. Je suis en fait à Vichy, chez mes parents. Vichy, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi, et donc c'est la ville dans laquelle il y a tous mes livres depuis l'enfance. Et donc il faut savoir que la majorité de mes livres, ils sont ici, entassés dans les petites bibliothèques en bas chez moi, ou alors ils sont compressés dans des cartons sous le lit de mon frère ou dans le garage. Et dans tous les cas là, mes parents n'en voulaient plus, ils n'en pouvaient plus, ça commençait un petit peu à déborder. Et comme je viens d'emménager directement dans Paris, je vais pouvoir remonter tous mes livres. Mais avant ça, il faut quand même que je prépare les cartons. Et je me suis dit, au lieu de uniquement préparer les cartons et foutre les livres dans des cartons, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo sur YouTube dans laquelle je reviens un petit peu sur tous les livres qui ont marqué ma vie d'une manière ou d'une autre. Je crois que ça peut être un moyen de revenir sur plein de lectures et en même temps de voir pour moi ce qui me saute aux yeux. Bon, on peut commencer la vidéo. J'ai pris des cartons. Si jamais il y a des moments où il y a du bruit, c'est parce que mon chien est là. Il s'appelle Lucky et il veut pas vous dire bonjour. Alors, ceux-là, voilà. Ceux-là, j'ai rien à dire dessus. C'est un peu gênant du coup. Non, c'est pas du tout gênant. Bon, ceux-là, j'ai rien à dire dessus. Premier livre sur lequel j'ai un truc à dire, ça va peut-être vous étonner, mais c'est la pièce La prochaine fois que tu mordras la poussière. Je fais partie de la team, moi, qui avait beaucoup aimé le roman de Panayotis Pasco. Je suis allé voir du coup la pièce ensuite adaptée au théâtre. J'avais trouvé ça trop bien. Et avant ça, j'avais acheté le texte de la pièce. Et ce que j'avais trouvé vraiment intéressant dans le texte de la pièce, c'est que Paul Pasco, il a voulu rendre le texte de Panayotis un peu plus universel. Et donc il s'interroge beaucoup plus et il anonymise beaucoup plus le personnage du narrateur. Et c'est aussi ce qui fait que, à mes yeux, j'ai préféré plus le texte de la pièce de théâtre que le roman. Oh, ce bouquin, une de mes claques un peu littéraires de l'année dernière, ça s'appelle Le Bastion des larmes d'Abdellah, qui est un écrivain franco-marocain qui, dans ce roman, revient dans la ville où il a grandi, à Salé, je crois, et c'est dans cette ville qu'il y a notamment le Bastion des larmes, qui est un endroit où il va se recueillir quand il se sent pas bien, ou alors, qui est un endroit pour lui qui représente un peu le souvenir. Pourquoi le souvenir? Parce que quand il revient dans cette ville, il se replonge dans ses souvenirs d'enfance, dans les violences qu'il a pu subir, dans les relations qu'il a pu entretenir avec les membres de sa famille, notamment ses sœurs, avec qui il était très proche, et surtout il raconte l'homophobie qu'il a pu subir dans cette enfance. Donc c'est un roman qui parle beaucoup de cette oppression, de cette homophobie qui est prégnante au Maroc, là où en fait l'homosexualité l'est aussi. Ça, j'ai encore rien à dire. Bon, alors il y aura beaucoup de Françoise Sagan, je pense, qu'on va retrouver, parce que Françoise Sagan, c'est une de mes autrices préférées, et c'est une autrice qu'on lit beaucoup en été, notamment, j'ai l'impression qu'elle est associée à ça, vous savez, un peu comme on va associer la littérature russe à l'hiver, j'ai l'impression qu'on associe Françoise Sagan à l'été, et en parlant de ça, je pense que si elle a cette réputation, c'est à cause de Bonjour Tristesse, qui est un roman qui se passe en été et qui transpire l'été. Et à propos de ça, justement, j'attends avec impatience le film, l'adaptation de Bonjour Tristesse. J'ai jamais vu la première adaptation, mais là c'est vrai qu'on a toujours pas de date de sortie pour la nouvelle, même si j'ai peu d'espoir en elle. Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, qui est une pièce trop bien, que Capucine du conte Capuzoïdie, que je vous recommande vivement. Elle fait des vidéos hyper intéressantes. Vraiment, en plus, ça fait des vidéos en ce moment qui mêlent à la fois la littérature, la philosophie et en même temps les sciences politiques et sociales. C'est génial, c'est d'une grande qualité. Voilà, Capucine, elle adore Shakespeare et sa pièce préférée de tous les temps, c'est Le songe d'une nuit d'été. Et à force qu'elle m'en parle, un jour je me suis plongé dedans, je l'ai lu en une soirée, ça se lit assez rapidement. Et j'ai juste adoré. Et ça fait partie des rares pièces où... Je sais pas ce qu'il veut ce chien. Ça fait partie des rares pièces où vraiment on peut rire devant. On peut rire devant, mais même à la lecture. C'est super bien le songe. Ça peut leur dire. Sagan. Oh, ma vie. Panorama de... On voit rien, il n'y a pas de focus. Panorama de Lily Hassen. J'aime trop Lily Hassen. Il y a un autre de ces romans là-dedans que j'ai lu qui est trop bien et que je préfère même à Panorama. Panorama, c'est un bouquin tellement bien, qui se pitch hyper facilement. Ça nous plonge en fait dans une société... futuriste, mais en même temps ça se passe en 2049, donc c'est pas si loin, dans laquelle tous les murs ont été remplacés par des parois de verre.
Pourquoi des parois de verre? Parce que c'est pour garantir 100% de transparence, pour réduire la criminalité et pour rendre le monde entre guillemets plus juste. Sauf que 100% de transparence, ça veut aussi dire 0% d'intimité. Et dans cet univers futuriste là, on va suivre une gardienne de protection, c'est-à-dire une flic en gros, qui va devoir retrouver une famille qui a disparu. Parce que comment est-ce qu'on disparaît dans un monde où on nous voit partout où l'on est? Et juste en dessous, je tombe sur quoi? Vraiment, je pense pour le coup, vraiment ma claque littéraire de l'année dernière, Mylène avant l'aube, qui a eu le prix concours des lycéens, si je dis pas de bêtises. C'est un livre de Sandrine Colette qui nous plonge dans un univers moyenâgeux. On a l'impression d'être dans la boue, dans le froid, dans la famine. Je vous jure, c'est très particulier comme ambiance, mais vraiment, vous savez quand les gens ils parlent de livres qui créent des ambiances, etc. Ça, je l'ai vécu. J'étais vraiment sous ma couette en train de lire le bouquin. Je me suis couché à 4 heures parce que je l'ai lu d'un coup. J'ai lu d'un coup, c'était exceptionnel. J'ai convaincu mon amie Juliette de le lire et au début elle n'était pas hyper convaincue et en fait elle a adoré sa lecture comme moi et ça a été une vraie surprise. Mylène avant l'aube, vraiment allez-y. Oh mes vies. Mais alors là, ça fait vraiment partie des livres de ma vie. C'est cool parce que j'ai même pas fait une pile. Je pense que dans mon top 5 de mes lectures préférées et surtout dans les lectures qui reviennent, il y a Just Kids de Patti Smith. C'est un livre qui m'est tombé dessus, je sais plus comment, je sais pas exactement comment j'en ai entendu parler. À l'époque j'écoutais 2-3 chansons de Patti Smith mais parce que c'était celles qui étaient les plus connues et tout. Il faut savoir que moi je suis beaucoup plus la carrière de Patti Smith en tant qu'écrivaine plutôt qu'en tant que rockeuse. Bref, je sais plus qui m'a recommandé ce bouquin, mais je l'ai acheté, à la base je l'ai acheté en anglais, donc là j'ai la version folio en français, et en fait j'ai jamais lu cette version en français. Regardez, j'aime trop, il y a des... Bah on voit pas, mais il y a des images en fait. Bah on voit grave pas d'images, c'est pas grave. Dans Just Kids, Patti Smith elle raconte sa vie quand elle est arrivée à New York à l'âge de 20 ans et comment ensuite elle s'est insérée dans tous ces milieux artistiques à New York des années 70 qu'on peut un petit peu fantasmer, et surtout comment elle a rencontré Robert Mapplethorpe qui a été l'un des hommes qu'elle a le plus aimé dans sa vie et qui est devenu un photographe assez célèbre, un artiste vraiment dans l'essence new-yorkaise comme on peut l'imaginer, et c'est un texte qui est à la fois tellement beau et en même temps tellement simple, et moi c'est ce qui m'a fait tomber un peu amoureux de l'écriture de Patti Smith. J'adore Just Kids et c'est un livre que je relis, et je sais que quand je retournerai à New York, je le relirai de la même manière que la dernière fois que j'y suis allé, je l'ai relu. Bon, premier carton, c'est fait. J'ai un autre carton là, mais je vais rien pouvoir mettre dans celui-là. Alors, on va prendre ça. C'est pas grave. Jean-Michel Canatia, j'aime trop cet auteur. Celui-là, c'est pas mon livre préféré, du coup, je vais pas parler de lui. Et ben voilà, mini carton, j'avais rien à dire dessus. Je vous jure que par contre là, en fait ça commence à me paniquer parce que la voiture elle est pas si grande, et quand je vois le nombre de cartons que ça va prendre, parce que là il y a rien, j'ai rien fait encore. Mon père il va pas être content. Ah, la recherche. Vraiment, alors pour le coup là on est vraiment sur le livre de ma vie. J'en ai parlé je pense 20 000 fois, mais à la recherche du temps perdu de Proust, mon Empire romain, j'ai voulu le recommencer cet été. Pour l'instant j'ai pas beaucoup lu, je vous avoue, mais je le relis dans son édition originale, ce qui est très très cool. Voilà, ceci est votre propagande continuelle pour lire À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, et franchement je le représenterai pas. Héliogabale de Jean Genet, excellente pièce de théâtre sur cet empereur romain qui était complètement fou slash folle, parce qu'en fait aujourd'hui les historiens apparemment estimeraient qu'il s'agissait d'une femme transgenre, et du coup cette impératrice, on dit impératrice, elle a mis des danseurs à la tête des armées. Elle allait se déguiser entre guillemets en femme la nuit pour aller se prostituer, et c'est une impératrice qui du coup a fini assassinée par ses propres gardes dans les toilettes. Voilà, c'est génial. On retombe sur Patti Smith, Year of the Monkey, qui se passe plus sur la côte californienne. Voilà. Je vous jure, à chaque fois que je finis un carton, vraiment, je n'en peux plus. Je vous jure, on peut mettre genre rien dans un carton. Enfin là, j'ai vraiment juste couvert que ça, quoi, donc ça me saoule. On va partir un petit peu de ce côté-là. Maintenant, je sais pas ce que ça va donner. Oula. Oh waouh.
ça date mon époque jeunée. Oh mon dieu, mais oh là, j'ai tellement de trucs à dire. Bon, Les Mandarins de Simone de Beauvoir, j'avais adoré, c'était pareil dans mes tops de lecture de l'année dernière. On dirait vraiment que j'ai 12 000 tops de lecture de l'année dernière. J'ai fait une vidéo top 10, vous verrez que je vous mens pas, et ça c'était ma lecture de l'année dernière. Non, je sais plus en fait. J'ai peut-être mis ça top 3, mais non, c'était Héliogabale ma préférée. Cyrano de Bergerac, c'est exceptionnel, c'est vraiment l'une des meilleures pièces qui ait jamais été écrite, et c'est pour ça que ça a été un succès aussi important. Alors là, Cyrano ne se joue plus, je crois, en ce moment même à Paris, mais vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir Edmond sur Edmond Rostand, le mec qui a écrit Cyrano justement, au Théâtre du Palais Royal à partir de fin septembre, je crois. Voilà, super pièce, excellente. On est reparti. Voilà, ma carte était pleine, j'espère que je vais pouvoir filmer un peu plus. Oh, bah voilà, bah on retombe enfin sur... Oula, pardon. On retombe enfin sur Just Kids dans l'édition originale, enfin vraiment en anglais que j'aime trop. J'ai plein de petits livres de Sampé aussi parce que j'aime trop les dessins de Sampé. Je vous montrerai, j'en ai un grand sur New York que j'adore, Sagan. On retombe sur l'un des textes de ma vie, mais dans une édition hyper belle de chez Julliard, Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. J'en ai rapidement parlé tout à l'heure, mais vous savez, ça fait partie des lectures un peu empire romain. C'est-à-dire que je faisais une brocante en fait à Vichy, mais en mode genre j'étais en train de vendre des trucs, et ma mère elle avait Bonjour Tristesse qu'elle vendait. Voilà, moi j'avais 16 ans à l'époque, je voulais juste me faire un petit peu d'argent sur cette journée, mais évidemment c'était une journée de brocante donc je m'ennuyais, et j'ai pris un des bouquins, et celui-là il avait quand même un titre assez accrocheur, Bonjour Tristesse, et du coup je l'ai lu sur cette journée-là, et ça a été une vraie révélation, parce que quand on a 16 ans et qu'on s'ennuie, lire Bonjour Tristesse ça donne un petit peu de sens à sa vie. Un nouveau Sagan, celui-là je l'ai pas encore lu. J'en suis à genre mon 6ème carton, vous voyez comment ça descend pas derrière? Ça me déprime. Bon, je viens de tomber encore sur un autre bouquin de Sagan, ah oui c'était Un orage immobile. Celui-là pareil, j'avais pas été hyper marqué. Écris-moi vite et longuement, c'est des lettres qu'elle écrivait à Véronique Campion quand elle a eu le grand succès de... Véronique Campion c'était sa meilleure amie. Quand elle a eu le grand succès de Bonjour Tristesse et qu'elle a tout de suite commencé à faire une tournée à New York de signature et tout. Derrière l'épaule, qui m'a pas passionné non plus, mais parce que c'est pas un roman. Et par contre, ça c'est encore dans ma meilleure lecture de l'année dernière, Les choses de Georges Perec, qui est un excellent roman, très simple et en même temps très sensible sur la surconsommation. On va suivre un couple qui s'appelle Jérôme et Sylvie, un couple des années 60, typiquement parisien, classe moyenne / petite bourgeoisie, qui va vraiment se concentrer sur le matériel. Ils vont vouloir acquérir, ils vont faire du lèche-vitrine tout le temps, ils vont vouloir avoir cette vie faste, non pas pour la vivre, mais bien pour la montrer. Et en fait, ils vont se rendre compte que une fois qu'ils auront tout ça, ou alors une fois qu'ils auront cherché tout ça, finalement ils seront pas heureux quand même. Les choses de Georges. Voilà, ça fait partie des bouquins qui m'a donné envie de lire beaucoup plus Georges Perec. Est-ce que je l'ai fait depuis? Non. Est-ce que je le ferai? Oui, c'est certain. Les Gardiens du sous-sol de Dostoïevski, grave bien. Et oui, vous ne rêvez pas, parmi tous ces livres se cache en fait un dictionnaire amoureux de la maison de la radio et de la musique. Je vous dis pas si je l'ai lu. Bon, je vous cache pas que faire cette vidéo, j'étais trop content de la faire, mais là, en fait, moi j'arrive pas à faire les cartons. Genre, j'arrive pas, vous savez, quand le carton il est plat, et surtout, genre, ça va pas passer dans la voiture. Ça y est, là en fait, j'ai envie d'arrêter, sauf que je peux pas arrêter parce qu'il faut que je dégage le canapé là. Voilà, en fait, regardez, vous voulez mettre quoi dans un carton qui fait cette taille? Je vous le dis en plus, les livres, c'est pas du tout pratique parce que ça se cale pas bien. Si jamais je collectionnais genre les petits pois, ça s'intercale, enfin genre ça remplit l'espace. Les livres, ça remplit pas l'espace correctement. En plus, c'est lourd. On va dire... on va dire ce tas, on s'en fout, mais pas du tout. Il y a mon livre préféré de Françoise Sagan, qui est Le lit des fées, qui est une histoire d'amour un peu complexe, et qui est surtout une histoire d'amour qui réfléchit à l'amour, et d'ailleurs ça me fait penser un peu à Matérialiste, qui réfléchit un peu à l'amour quand il y a un certain déséquilibre social entre deux personnes. On va suivre à la fois une actrice de boulevard et un mec qui écrit des bouquins, et au début ça marche pas trop pour eux quoi. Et donc l'actrice de boulevard va un peu tège le mec, sauf qu'au moment où il va devenir un romancier célèbre, elle va revenir. Je vais pas tout raconter. Je viens de retomber là sur La Servante écarlate, pardon pour le bruit, de Margaret Atwood. Je l'ai toujours pas lu,
Il paraît que c'est vraiment dans les meilleures lectures de ces dernières décennies. Est-ce que vous me le recommandez ou pas? Je vous le dis, là je suis passé en mode déprime, mais en 2 secondes. Tout va bien, hein. Mais c'est juste, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Je suis très fatiguée. Soleil amer de Lilia Hassen, que j'ai lu là il y a quelques mois, que j'ai trop aimé, carrément l'histoire d'une famille qui a quitté l'Algérie pour venir vivre en France. Et donc dans cette famille, la femme tombe enceinte en France, elle attend des jumeaux et en fait elle n'a pas assez d'argent pour nourrir 2 bouches. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner tout simplement un des 2 enfants à sa voisine. Et donc en fait les 2 jumeaux vont grandir ensemble pendant toute leur enfance, leur adolescence. Ils vont jamais savoir qu'ils sont jumeaux. Et c'est un texte qui est très très proustien, enfin que moi j'ai trouvé très proustien, qui m'a énormément plu et qui pose un peu quelques questions quand même sur la gémellité, mais aussi sur le rapport qu'on peut entretenir avec ses voisins. Ça aurait pu être un épisode de Petits secrets entre voisins et au final c'est un excellent roman. Il faut savoir que chez moi dans ma bibliothèque j'ai un petit oracle que j'ouvre toujours. Moi je crois pas du tout en les trucs comme ça et tout. Merci quand même Alice de me l'avoir offert parce que tu sais très bien qu'à chaque fois que je reviens à Vichy, je le regarde. C'est l'oracle des messages de notre corps. Et vraiment j'aime trop parce que je me dis bon, on va voir un peu dans quel mood je suis. Alors je sais pas du tout comment on est censé tirer. Voilà, c'est super. Je vais prendre cette carte qui me dit avancer. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur les genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Et ben merci pour ce précieux conseil. Voilà. En vrai, vous voyez, je me dis c'est fou parce que ce soir, moi j'avais pas du tout prévu d'être souple sur mes genoux, de compter un peu sur la solidité de mes pieds. Et le fait d'avoir lu cet oracle, je me reconcentre tellement sur moi-même en ce moment. Bon, on continue. J'ai plein de cartes postales du New Yorker que Jade m'a offert. Je les adore. Elles sont toutes dingues et je pense que ça va contribuer à refaire aussi ma décoration à Paris. Je les adore. Ce bouquin, qui se rappelle quand tout le monde lisait ça sur TikTok, moi ça fait partie des livres que je recommande pas, dans le sens où, même si c'est une lecture entre guillemets que j'ai appréciée, j'ai trouvé que c'était trop triste. Genre vraiment que c'était trop. Voilà. J'ai trouvé que c'était un peu, vous savez ce qu'on appelle du trauma porn, où vraiment on va exploiter beaucoup de traumatismes parce que c'est ça qui va faire pleurer, parce que c'est ça qui va susciter genre l'intérêt des lecteurs. Par contre, un élément que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est l'amitié entre les 4 personnages principaux que j'ai trouvé vraiment très intéressante et très belle et surtout très justement décrite. Alors vous voyez typiquement dans le trait, et ça avance là, hein. Vous voyez typiquement dans le trait que je dois faire, le Code général des impôts, livre des procédures fiscales de 2019 ne part pas avec moi. J'irai pas jusqu'à dire que ça fait partie des livres vraiment qui ont marqué ma vie, mais en philosophie, Olivier Gazalet, Le paradoxe du rire, j'ai trouvé que c'était un livre hyper intéressant qui nous pose un petit peu beaucoup de questions à la fois historiques, politiques et sociales sur l'usage qu'on a pu avoir du rire. Et il y a beaucoup de petits chapitres qui sont à chaque fois très intéressants, où on va se concentrer sur l'usage du rire dans tel pays ou à telle époque. Est-ce qu'on peut vraiment rire de tout? Est-ce que tout peut être toujours drôle? C'est une lecture qui change beaucoup et qui en plus de ça est assez fun pour une lecture théorique. Dans les grandes lectures qui ont marqué ma vie, Crise de Sarkozystan. Voilà, je vous laisse admirer cette superbe couverture. J'ai pas encore lu ce bouquin, mais comme vous pouvez vous en douter, ça ne saurait tarder. Sinon j'adore cette petite collection Écrivain de toujours. Donc là par exemple j'ai Proust et Jean-Paul Sartre qui sont 2 auteurs que j'admire beaucoup pour leur œuvre. C'est des éditions qui sont assez documentées, dans lesquelles on retrouve aussi pas mal d'images. Moi j'adore les images parce que ça se lit pas. Et alors là par contre, pour revenir vraiment dans les textes, mais regardez comment ça avance bien. Pour revenir un peu dans les textes qui ont marqué ma vie, Les mains sales de Jean-Paul Sartre. Je me souviendrai toujours du jour où je l'ai terminé, c'était le 2 janvier 2023. Et pourquoi je m'en souviens? Parce que ce jour-là j'avais un rendez-vous avec un ami et j'étais tellement un peu chamboulé, bouleversé. Victor, tu te reconnaîtras, c'est avec toi que j'avais rendez-vous après. J'étais tellement chamboulé, bouleversé par cette lecture que j'avais hésité à annuler. Mais je suis venu quand même au rendez-vous. Les mains sales de Jean-Paul Sartre, c'est une pièce qui a été écrite en 1948, donc post-seconde guerre mondiale, au début aussi de la guerre froide. On est dans un pays imaginaire de l'URSS et on va suivre un jeune intellectuel bourgeois qui s'appelle Hugo, qui va être très investi dans un parti de gauche. Et il va notamment être très loyal à son chef, au chef du parti, Hudrer, avant qu'il se rende compte que ce chef
est très pragmatique et en fait qui travaille directement avec le gouvernement. C'est vraiment une pièce qui nous interroge sur nos idéaux, sur ce qu'on est prêt à faire pour nos idées et en même temps sur ce qui peut nous faire vriller, et c'est pas toujours des idées politiques. Bon, là, au fil de mon rangement, je viens de tomber sur l'un des romans que je décris comme un de mes romans préférés, ou si ce n'est mon roman préféré, avec La Recherche de Proust, Le Club des Incorrigibles Optimistes de Jean-Michel Ganassia, qui est un roman absolument magnifique, que j'adore, qui se déroule à Paris dans les années 60. On va suivre Michael, qui au début du roman a 12 ans, qui est étudiant au collège à Henri IV, et qui va souvent jouer avec son frère dans un bar au baby-foot. Ce bar il s'appelle Le Balto, et dans ce bar-là, il y a un grand rideau vert. Et un jour, il va perdre au baby-foot, et donc il va aller regarder un peu ce qu'il y a autour de lui, il va aller regarder ce qu'il y a derrière ce rideau vert, et il va voir une salle remplie d'hommes qui jouent aux échecs d'un air sérieux, et au fond de la salle, il va voir deux hommes qui rigolent. Et ces deux hommes-là, c'est Joseph Kessel et Jean-Paul Sartre. C'est une véritable anecdote et c'est ce qui a notamment inspiré l'écriture de ce roman. Et donc c'est comme ça que Michel va faire la rencontre du Club des Incorrigibles Optimistes, qui sont des hommes qui ont fui divers pays du RSS, qui ont fui du coup leurs idéaux, qui ont trahi leur famille, leur travail, pour pouvoir vivre en France pour pouvoir vivre librement en France. C'est un roman qui parle de beaucoup de thèmes de la vie et en même temps qui nous plonge dans une époque qui est historiquement hyper intéressante et qui est vraiment très très bien exploitée par Jean-Michel Ganassia. Il explique d'ailleurs qu'il a sollicité des historiens et des historiennes dans la préparation de son roman. Et d'ailleurs il y a une suite, si jamais vous l'avez pas lu, cette suite s'appelle Les Terres Promises et elle est tout aussi sympa. Et elle commence par une phrase que je trouve très belle qui dit que ce qui compte dans La Terre Promise, ce n'est pas la terre, c'est la promesse. Hop, transition, ok, on a changé d'endroit, il va falloir que je fasse un peu un visage heureux, plein d'émotions et tout. Allez, on se concentre, vas-y Mathis, fais l'hypocrite. Bon bah voilà, désolé, je suis un peu tremblotant, c'est l'émotion. On est arrivé à Paris, dans mon appartement, dans mon nouvel appartement. Je suis trop content d'être là et je suis trop content de pouvoir enfin emménager mes bouquins. Je suis de meilleure humeur en vrai que sur la précédente vidéo. Il faudrait que je fasse un peu plus d'émotion, plus de larmes là. Je suis presque larmoyant de vous dire ça. Voilà, j'ai ramené tous mes bouquins, ils sont un peu sur le sol, il y en a un peu déjà dans les étagères, il y en a sur mon bureau. Heureusement que mes colocs ne sont pas là parce que je pense qu'elles auraient pété un câble. Je vous salue en tout cas, j'ai hâte d'Elila. Un truc qui me rassure, c'est qu'en fait j'ai ramené deux petites bibliothèques de Vichy que j'avais déjà chez mes parents, donc je vais mettre un peu les étagères. Je les ai mises entre les deux grandes. Voilà, vous me direz pas ce que vous en pensez parce que moi j'aime bien. Et un truc qui me rassure quand même, c'est que au niveau de mon bureau, vous voyez là tout l'espace là, je peux mettre des livres et l'espace là, je peux mettre des livres aussi. Voilà, là c'est le moment où je fais un peu des plans et tout. Bon, et alors dans les autres romans, un petit peu dans les romans de ma vie, il y a La vie devant soi de Romain Gary, qui fait partie des romans que j'offre le plus aux gens, ou que je recommande le plus aux gens quand on me demande des recommandations de romans assez légers et en même temps touchants. Et je pense que ça en dit long parce qu'il y a peu de romans qu'on peut recommander à tout le monde, et La vie devant soi de Romain Gary, signé sous le nom d'Émile Ajar à l'époque, ça en fait partie. Dans ce roman on va suivre Momo, qui est hébergée par une dame qui s'appelle Madame Rosa, qui est assez vieille, qui est assez grosse et qui vit je crois au 6e étage de son immeuble, qui n'arrive plus à monter tout simplement les étages. Donc il y a une relation de tendresse entre cette grand-mère et en même temps cet enfant d'à peine 10 ans qui a été adopté un peu en quelque sorte par cette dame. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait tout est écrit du point de vue de l'enfant, et je trouve que Romain Gary réussit à retranscrire avec une justesse absolument touchante cette naïveté qu'on peut avoir à l'enfance. Il y a une phrase notamment dont je me rappelle où en fait le petit Momo parle avec un de ses voisins et il se rend compte qu'il est triste. Je sais plus si c'est son voisin qui lui dit la phrase ou si c'est Momo qui la pense, mais cette phrase c'est toujours dans les yeux que les gens sont les plus tristes, et c'est très très vrai. Regardez, moi par exemple, je rayonne. Bon, je pense que ça se voit un peu derrière moi, mais j'ai grave avancé. Il me reste quand même plein de livres par terre et sur mon bureau, mais je suis trop content de voir ma bibliothèque prendre forme. Bon, nouvelle transition, on est le soir donc c'est pour ça qu'il fait nuit, mais vous inquiétez pas, j'ai pas passé non plus 1000 ans. Regardez, à mon bureau j'ai fait un petit espace, alors mise au point, voilà, un petit espace de prouveur avec genre tous les NRF. Comme ça je me dis bon vas-y, ça fait un peu lisse, ça fait joli. Et je voulais vous parler d'un livre que j'ai retrouvé, qui fait partie des livres de ma vie. Alors, le livre que je viens de retrouver du coup dans ma bibliothèque que je suis en train de former, vous voyez c'est quand même un peu le bazar. Moi de toute façon, je vous avais dit ça allait être le bazar. Il fait partie de l'étagère de Jean-Paul Sartre, et c'est en fait je crois l'un des premiers livres que j'ai lu de Sartre, et c'est aussi un des livres qui a un peu changé ma vie. C'était Aude, je dis toujours Aude avec son nom de famille, mais
là je vais pas le préciser. C'était mon amie Aude qui me l'avait offert, elle l'avait acheté d'occasion. Bah, c'est un ancien livre de poche, vous savez, moi j'aime trop cette édition-là. Donc La nausée de Jean-Paul Sartre, qui est un roman écrit à la première personne sous la forme d'un journal. Le narrateur il s'appelle Antoine Roquentin. Il a la trentaine, il a beaucoup voyagé en Indochine notamment, et donc il revient au Havre pour faire une sorte de thèse sur un aristocrate du XVIIIe siècle. Enfin, c'est pas le Havre, mais c'est Bouville, mais c'est une ville qui rappelle un peu le Havre. Et donc il passe le plus clair de son temps à la bibliothèque, à faire des recherches et tout. Et en fait, il se rend compte qu'il s'ennuie profondément et surtout qu'il développe une certaine relation de dégoût aux choses et à l'ordinaire et même aux objets qui l'entourent. Il a vraiment l'impression de s'être lassé des choses, et cette lassitude qui a un peu une forme de dégoût, c'est ça justement que Jean-Paul Sartre va appeler la nausée, qui est une nausée non pas on a envie de vomir, mais c'est une nausée existentielle. C'est un peu le rejet de l'existence telle qu'elle nous apparaît. C'est clairement l'un des romans les plus importants du XXe siècle. C'est pas un roman très facile à lire, mais c'est un roman qui, quand on se laisse emporter dedans, est vraiment très impactant et qui a surtout mis des mots sur une sensation assez innommable auparavant. Et surtout, c'est vraiment, je pense, le roman qui a débloqué ma passion pour la littérature et le théâtre de Jean-Paul Sartre. Donc après, j'en ai lu beaucoup d'autres. Bon, ben normalement, regardez, j'ai tout mis, et franchement, je suis content parce que tout est passé. Et je vais garder ce petit espace-là. Je vais avoir forcément des nouveaux livres tout dans l'année, mais je pourrais les caser parce que autant là, j'ai doublé les rangées. Là, j'ai pas doublé partout. Donc je pourrais les caser, puis au pire, je ferai un peu de tri. Mais je suis trop content. Voilà.